Bonsoir à tous, bienvenue à l'UNESCO, lieu prestigieux. Et pour une prestigieuse soirée, c'est la 7e édition de la Brand Immersion. Un sujet hautement intéressant aujourd'hui, c'est « How much is enough ?» Le teasing est lancé, donc sans plus attendre, parce qu'on va tenir le timing, j'appelle tout de suite Laurence Bordry, la présidente du Club des annonceurs. Bonjour à tous. Je sais que certains sont bloqués à l'extérieur, mais on a décidé de commencer à l'heure et d'essayer de tenir nos 2 heures. Bon, je suis ravie de vous retrouver ici. C'est un peu particulier pour moi d'être sur cette scène, parce que quand j'étais petite, j'y accompagnais mon père, qui était directeur de l'information à l'UNESCO. Et moi, j'étais toute petite, donc tout me paraissait énorme. Donc je suis très émue d'être là. C'est aussi pour nous, Club des annonceurs, un moment important d'être ici parce que c'est un lieu de préservation du patrimoine de l'humanité. Et on va en parler tout à l'heure avec nos invités. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet est un sujet collectif qui doit tous nous engager. Et nous, au Club des annonceurs, on a décidé d'ouvrir ce thème autour de la grande question de « How much is enough ?» Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Et comment nous, les marques, parce que ça va être le sujet important, on va pouvoir continuer à rendre ce nouvel objectif de sobriété désirable auprès de nos consommateurs. Donc ce sujet-là, on va le voir avec l'ensemble de nos invités. Et je crois que nous avons un invité d'honneur. Eh oui. Donc j'ai le plaisir de faire venir sur scène le pionnier de la RSE, hein, on peut dire ça. Tu œuvres aussi pour le groupe Bouygues sur le développement durable depuis, je crois, plus de 15 ans. Je fais tout ça de mémoire, hein, tu vois, j'ai lu ton livre passionnant sur l'entreprise contributive. Tu es aussi directeur du collège des directeurs du développement durable, où il y a 250 professionnels qui se voient régulièrement autour des sujets de la RSE. C'est pour dire combien ce sujet-là est un sujet primordial au cœur de nos entreprises. Tu es aussi membre du Shift Project. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Fabrice Bonifay. Alors Fabrice, on avait prévu les questions, mais je pense que je vais déjà commencer par une première question. On est au lendemain de la COP. C'est une COP de plus. On ne va pas y passer toute la conférence, mais je voudrais juste que tu nous dises un petit mot sur le sujet. Ça fait un échec de plus, surtout. Hein. Ça fait 27 ans que les États du monde essayent de se mettre d'accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour rester sous le fameux objectif qui avait été fixé lors de l'accord de Paris en 2015, 1,5 degré de réchauffement moyen planétaire à l'horizon 2100. Donc ça vaut le coup quand même de donner quelques chiffres. Hein. Ce que nous dit le GIEC aujourd'hui, et c'est plus contesté par personne, c'est que si on veut rester sous cet objectif d'1,5 degré, qui est déjà catastrophique en soi, parce qu'on voit déjà le bazar que ça crée à 1,2 degré, parce qu'on est à 1,2 degré aujourd'hui, en termes de dérèglement, parce que c'est pas tellement le réchauffement qui pose problème, c'est les dérèglements associés au réchauffement. Le budget carbone de l'humanité, c'est 400 gigatonnes. Alors vous allez me dire 400 gigatonnes, so what? Sauf qu'au rythme actuel des émissions mondiales, qui sont aux alentours de 40, c'est-à-dire que dans moins de 10 ans, on sera déjà à 1,5 degré. C'est-à-dire avec 70 ans d'avance sur l'objectif que les scientifiques s'étaient fixés pour qu'on puisse contenir les dégâts associés au dérèglement. Et plus grave que ça, docteur, c'est que si on continue comme ça, on va aller bien au-delà des 1,5 degré, bien sûr, parce qu'on le fait avec beaucoup d'avance sur le temps qui était donné. Et donc, en hypothèse basse, on sera à 2,6 degrés, 2,7 degrés, et c'est possible qu'on soit sur une trajectoire, si vraiment on ne réagit pas, à plus de 4 degrés à 2100. Donc c'est, on peut le dire, les 3/5 de l'humanité qui sont en danger de mort. Parce qu'il y aura des régions entières qui seront devenues inhabitables et ça sera pas formidable pour les autres. Donc, pour ceux qui sont jeunes dans cette salle, c'est quand même pas un avenir terrible. Donc il y a un sacré coup de frein à donner à l'économie carbonée, ce qui ne veut pas dire un sacré coup de frein à l'économie tout court,
Mais il va bien falloir qu'on fasse des choix et qu'on fasse bien la différence entre les business essentiels qui doivent se maintenir, manger, se loger, se divertir, mais comment? Et puis des business non essentiels qui pour certains vont devoir disparaître et pour d'autres qui vont devoir se réinventer, mais vraiment à 180 degrés. C'est la question que je voulais te poser. Justement, comment on va réussir à concilier nos entreprises font du business et comment on va pouvoir concilier en fait cet enjeu de la limite planétaire, hein, les ressources ne sont pas infinies, ouais. et l'enjeu de faire du business parce qu'on doit se nourrir, on doit s'équiper. Voilà. Qu'est-ce que... Pas facile la question. C'est pas facile, mais tout est un problème de modèle d'affaires. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Donc dans le livre qu'on a écrit avec Céline Puffer-Givilli, on s'est dit, bon, il y a quand même des entreprises qui sont quand même sur la voie de l'entreprise contributive, de l'entreprise régénérative. C'est-à-dire que l'entreprise qui non seulement crée la valeur économique pour les parties prenantes contractuelles, mais qui pense au bien commun. C'est-à-dire, le business, on le sait, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Et si on continue au rythme actuel de la consommation d'énergie et d'utilisation des ressources, donc les ressources, les métaux notamment, ne serait-ce que ça, eh bien, on ne pourra plus faire de business parce qu'on est sur une planète qui est finie en ressources. Alors ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait, mais elle était tellement grassouillette, la planète, qu'on a largement tapé dans les stocks sans se préoccuper de les régénérer. Sauf que maintenant, on est au pic d'extraction des métaux, au pic de l'érosion de la biodiversité, au pic des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on est au pic et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, il n'y a qu'une seule solution, c'est la descente. Donc c'est comment on va gérer la décroissance de l'utilisation de ces ressources tout en restant vivant. Ça va être assez rock'n'roll et c'est vrai dans les mois et les années qui viennent. Et comme nous, on aime bien des exemples concrets et que tu travailles pour le groupe Bouygues, pour toutes ces entités, tu m'as dit qu'il y avait 6 métiers différents. Concrètement, comment ça se passe chez Bouygues ? Alors on va prendre un exemple dans l'un des métiers les plus concernés par cet enjeu, c'est la construction, parce que c'est là où on a les plus gros enjeux matériels, comme on dit dans le jargon. Donc pendant des années, on a construit des ouvrages, 3500 chantiers par an, c'est quand même pas rien, avec des matériaux extrêmement polluants, parce que le ciment qu'on utilise dans le béton, c'est 6 à 7% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et on avait une approche, comme tous les autres, une approche linéaire. Alors linéaire, c'est quoi? C'est que j'extrais des matières premières que je ne paye pas dans la nature, parce que les matières premières sont dans la nature, apportées gratuitement par la création du monde. On les utilise pour faire des bâtiments, donc on les transforme. Et puis les bâtiments ont une durée de vie plus ou moins importante. Et adviennent que pourra. Voilà, et après on jette tout ça. Et le bâtiment, le secteur du BTP, en France comme ailleurs, c'est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs de déchets, hein, c'est 46 millions de tonnes. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui et d'avant. Donc on s'est dit, ça, on ne peut plus continuer comme ça. Si on veut moins carboner, il faut utiliser moins de matières premières. Donc il faut faire des bâtiments, des banques de matériaux. Donc construire en modulaire, construire pour pouvoir démonter, construire pour que le bâtiment puisse avoir plusieurs vies, ce qu'on appelle la réversibilité, construire pour que les bâtiments aient une plus grande intensité d'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait des bâtiments qui étaient très spécialisés, mono-utilisateurs. Les bâtiments de demain, les bâtiments rénovés de demain seront sans doute moins spécialisés et avec une chronotopie d'usage, avec des utilisateurs qui utiliseront le matin, le soir, les jours fériés, etc. Donc ce sera sans doute moins de bâtiments, mais des bâtiments mieux utilisés. C'est ça la Du coup, Fabrice, avec des propriétaires qui ont une vision long terme, qui n'ont pas une vision... oui, ça va tout changer. Ça va changer le rapport à la propriété également. Parce que la vraie liberté demain, ça ne sera pas forcément de tout posséder, mais de pouvoir tout louer. Donc on va rentrer dans l'économie de l'usage. C'est vrai, l'intensité d'usage, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'automobile, qui est quand même un exemple qui parle à tout le monde, la voiture individuelle, comme on a connu, nos parents ont connu, une partie de nos grands-parents, avec un taux d'utilisation de 4% sur la durée de vie globale de la voiture, en temps, c'est-à-dire 100 000 km répartis sur 10 ans, ça risque de se terminer parce qu'on n'aura pas de toute façon les ressources pour continuer cette politique de voitures individuelles avec 8 milliards d'habitants. Donc il va falloir qu'on ait des flottes partagées qui vont sans doute être utilisées par plusieurs
catégories de clients tout au long de la journée, selon une approche de yield management. Et puis, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas passer du tout thermique comme aujourd'hui au tout électrique, parce qu'il n'y aura pas tout simplement assez de ressources physiques en cuivre, en cobalt, en lithium. Donc cette économie de l'usage qu'on commence à voir apparaître dans tout un tas d'industries, c'est pas le retour au Moyen-Âge, c'est pas les Amish, c'est pas on va vivre dans des grottes. Non, c'est de continuer. Personne ne veut revenir au dentiste des années 80, non, personne vraiment. Hein. Mais ça sera sans doute faire preuve d'une sobriété non subie, mais d'une sobriété choisie. D'accord. Et ça, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et qui n'est pas forcément plus coûteuse, peut-être. Mais ça sera beaucoup moins coûteux, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est facile de gagner de l'argent parce qu'on ne paye pas le vrai coût qu'on devrait payer. En fait, le business d'aujourd'hui, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit à la nature. Parce que je répète, le pétrole, c'est gratuit, le gaz, c'est gratuit, donc ce qui coûte, c'est l'extraction. Mais la matière première en tant que telle, ça ne rentre pas dans le compte des résultats des entreprises, dans la comptabilité d'une entreprise. Quand on utilise une ressource, on ne met rien dans la dette de l'entreprise pour la reconstitution de cette ressource. Donc émettre du carbone aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui émettent beaucoup de carbone, ben, ça ne coûte rien d'émettre du carbone. Et pourtant, ça détruit le climat. Et en détruisant le climat, ça détruit les conditions de la vie sur Terre, et donc ça va détruire le business. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est non seulement... il ne faut pas simplement améliorer l'impact, avoir un moindre impact. Non, il faut régénérer le vivant. Ça, il faut l'intégrer dans la comptabilité publique et dans la comptabilité des entreprises. Ok, Fabrice, je vois que le temps tourne, hein, c'est ça? Oui. Si tu avais un conseil à donner à nos dirigeants de marque qui sont là, Ouais. qui se posent aussi de nombreuses questions sur comment on attaque le sujet, est-ce que tu as rapidement un petit conseil à leur donner? Alors, premier conseil, lisez le livre Entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Bon, un peu de pub, parce qu'en fait, il y a plein d'exemples. Hein. Le conseil le plus important, c'est de se former. Je prends un seul exemple. Hein. Lors de la Convention citoyenne pour le climat de 2019, hein, je pense que vous vous en souvenez bien, parce que les 150 Français qui avaient été tirés au sort, ce n'étaient pas des écolos du tout, hein, c'était des Français normaux. Hein. Il y avait des coiffeurs, des garagistes, il y avait de tout. Et il y avait un peu plus d'un tiers d'entre eux qui étaient carrément climato-sceptiques. Parce qu'il y a encore des Français, hélas, qui le sont, hein, malgré l'été qu'on a passé et malgré tout ce qu'on raconte sur TF1 dans les actualités météo. Hein. Et ils se sont tapés pendant des semaines et des semaines avant de commencer à faire leurs propositions, des exposés de la part des plus grands scientifiques français, Madame Masson-Delmotte, Corinne Lequerré, Céline Guivard, Jean-Marc Jancovici. Et ils ont fini par comprendre qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont fini par comprendre cette histoire de ressources limitées, de comment fonctionnait l'économie réellement. Et ils ont fini par faire des propositions, les 146 propositions, que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris. Donc quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment. C'est très clair. Merci à tous les deux et bravo.